Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à Mediapart, on vous connaît, mais vous co-dirigez ce livre écrit par une quinzaine de confrères, Informer n'est pas un délit. Alors vous y révélez, dénoncez les manipulations, les menaces, les pressions économiques derrière chaque enquête d'investigation. Alors le sous-titre de ce livre, c'est les nouvelles censures. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Alors en fait, si on a réussi à mettre autour de la table, ce qui est une première en France, une quinzaine de journalistes, alors il y a Élise Lucet, Fabrice Lhomme, Gérard Davet, Denis Robert, Benoît Colomba, Laurent Richard de Cache Investigation, Christophe Labbé, Olivier Recazens, Dupoint et d'autres, et que nous avons appelé ça les nouvelles censures. C'était pour un peu trancher avec l'idée qu'on peut avoir de la vieille censure ORTF verticale, le téléphone de Monsieur Perfit. Et elles sont nouvelles parce qu'elles sont parfois insidieuses comme l'époque. Et donc, elles sont pires, en réalité. Et ce que nous essayons de décrypter, de raconter, en révélant les coulisses d'enquêtes célèbres, de manière très factuelle et sobre, c'est un écosystème pourri en France sur la liberté d'informer, qui n'est pas un geste corporatiste de journalistes qui disent « laissez-nous faire ce qu'on veut et si possible n'importe quoi ». Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'on vole aux citoyens quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose de culturel et de démocratique qui est consacré par les Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre Constitution. Et vous dites qu'il faut changer la loi sur la presse. Il faut tout changer. Moi, je dis qu'il faut tout changer. C'est-à-dire qu'on est d'un côté dans une concentration historique des médias en France. Historique. 7 milliardaires dont le cœur d'activité n'est pas l'information. C'est de vendre des armes, de faire du BTP, de la téléphonie mobile, de la banque. Bolloré, c'est un peu tout. Ces 7-là ont entre leurs mains 95% de la production journalistique. Et en plus, leur chiffre d'affaires dépend pour partie de leur rapport avec le gouvernement français ou les États étrangers. On a une loi de la presse qui ne défend pas la liberté d'informer. Pas suffisamment. On n'est pas assez dur dans la défense de la liberté. Et puis, on a un accès aux documents administratifs qui est pitoyable en France, alors que ça existe en Suède, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, qui ne sont pas des dictatures de la transparence. Tout cet écosystème-là est à repenser de fond en comble, parce qu'on est dans un moment extrêmement inquiétant où derrière les discours, en fait, s'érige un mur institutionnel, légal, judiciaire, politique de l'opacité. C'est plus dur de résister aujourd'hui, malgré la multiplication des réseaux, aujourd'hui sur Internet, notamment sur Twitter. Voilà, beaucoup de personnes prennent la parole, et les réseaux, les médias se sont multipliés, et vous dites qu'aujourd'hui c'est plus dur de résister. Mais moi, je pars du principe que, comment dire, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe en France. Bien sûr, on ne meurt pas d'être journaliste en France. On n'est pas en Russie, au Congo ou dans d'autres pays. Mais pour autant, nous ne sommes pas une démocratie qui répond au canon en la matière. Et c'est de notre devoir d'interroger ce monde bizarre qui nous entoure et d'essayer de comprendre pourquoi nous volons aux citoyens leur droit de savoir. Parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça qu'on décide de la destinée commune d'une nation. Et c'est pour ça que les Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme le consacrent. C'est un bien fondamental. Et dans ce monde d'oligarchie et de conflit d'intérêts, ce droit fondamental est attaqué, est humilié. Alors je vous propose d'écouter Nicolas Taverneau, qui est le patron d'M6. Il était invité du supplément il y a quelques semaines. Regardez, on en parle après. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Voilà. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est dit. Les clients, ils parlent des annonceurs d'M6. L'argent de la pub sur les grands médias, c'est un levier efficace aujourd'hui pour faire taire les journalistes. Ah bah bien sûr. Mais regardez, vous vous rendez compte dans quel pays on est? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a le patron d'une grande chaîne qui peut aller sur... Qui l'assume. Qui va dans une émission de l'assume en direct. Qui vient dire, moi, oui, je censure. Parce que je supporte pas qu'on... Alors si ses clients, c'est des gens qui truquent des marchés publics, si ses clients, c'est Volkswagen... Aujourd'hui, le scandale Volkswagen, il dit Capital, si l'émission Capital avait le scoop sur Volkswagen et l'immense scandale mondial... Elle ne le sortirait sans doute pas. Ben non, ça ne sortirait pas. Donc, on volerait ça aux citoyens. On volerait ça aux citoyens. Et ce qui, moi, je trouve ahurississant, c'est qu'un patron de chaîne peut venir dire ça sans qu'il y ait de réaction. Voilà, c'est ça ma question. Réaction. Il n'y a pas de réaction des lecteurs, des téléspectateurs, il n'y a pas de réaction du pouvoir politique. On a vu que Vincent Bolloré avait été défendu par Fleur Pellerin sur France Inter. François Hollande considère que c'est un grand capitaine d'industrie. La force politique aujourd'hui ne réagit pas. Eh bien, c'est désespérant. Il y a une autorité de régulation qui s'appelle le CSA, et de voir un monde politique qui ne considère pas ce que nous disons sur la liberté d'informer comme un bien fondamental, un bien public qu'il faut à tout prix défendre et ne pas laisser faire un monsieur Bolloré ou un monsieur Taverneau, on ne peut pas s'habituer. Et on est dans un moment
avec ce que j'ai décrit tout à l'heure et une apathie non pas citoyenne, parce que je crois vraiment que les citoyens ont faim de savoir, mais une classe politique à droite comme à gauche, c'est pas la question. Vous n'avez pas vu un tweet, pas une déclaration d'un homme politique pour s'alerter de tout ça. Ouais. Ça nous renvoie, ça nous tend un miroir qui est désespérant. Merci beaucoup Fabrice Arfi d'avoir participé à cette interview. C'est dans toutes les bonnes librairies. Voilà, et comme... pas vu à Canal. Voilà, pas vu à Canal. Maïté Nabiraben, qui était invitée de France Inter, a parlé de l'influence de Vincent Bolloré et elle a dit que l'industriel n'intervenait pas dans la ligne éditoriale du grand journal. Vous la croyez ou pas? Enfin, on peut dire que le ciel n'est pas bleu aussi. Il y a pas, bien sûr, on peut tout dire, mais c'est pas que je la crois pas. C'est que, encore une fois, c'est faux et c'est documenté. Il se trouve que Mediapart, on était partenaire d'un documentaire d'investigation pour l'émission spéciale investigation qui devait être diffusée sur Canal+ au printemps dernier, qui allait révéler des informations très embarrassantes pour un groupe bancaire important en France. Le Crédit Mutuel sur un système d'évasion et de fraude fiscale. Le Crédit Mutuel, comme vous le dites, c'est l'un des partenaires financiers historiques du groupe Bolloré, et notamment dans son rapport à Canal+ et Vivendi. Monsieur Bolloré, je l'ai raconté dans le journal sans que ce soit absolument démenti, d'ailleurs il l'a même assumé devant des représentants du personnel, a censuré personnellement ce documentaire. Bien sûr que oui, Vincent Bolloré s'occupe de la ligne éditoriale à titre personnel, de manière un peu brutale et verticale, même de Canal+. Dans l'affaire SwissLeaks, la banque privée HSBC est soupçonnée d'avoir organisé l'évasion fiscale de dizaines de milliers de contribuables. 6 milliards d'euros auraient été dissimulés dans les paradis fiscaux pour les seuls clients français. Dans le scandale du Mediator, mise en examen, en cause, la commercialisation de ceux qui auraient causé la centaine de patients. La firme américaine a été plusieurs fois condamnée. Ces pesticides bons pour l'environnement. Nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des trucs de mon public. Hein. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. Voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. 10 millions de francs sont déposés en liquide à l'agence du Crédit du Nord du boulevard Haussmann à Paris. Édouard Balladur a toujours maintenu qu'il s'agissait de dons et de recettes de la vente de t-shirts et de gadgets pendant les meetings. Ikea se tourne alors vers une société d'intelligence économique. Ce document confidentiel détaille leur stratégie pour éviter de nouveaux conflits sociaux, pour s'assurer du calme dans le magasin de Franconville. Voici l'histoire d'un scandale politico-financier qui a ruiné l'UMP. L'affaire Big Malion commence avec quelques feuilles de papier qui n'auraient jamais dû se retrouver sur la place publique. C'est un nouveau témoignage sur les affaires de Corbeil-Essonnes, un homme qui porte plainte pour association de malfaiteurs contre Serge Dassault et contre le maire actuel Jean-Pierre Bechter. La multinationale adopte une nouvelle stratégie de fonctionnement, détaillée dans ce document interne ultra confidentiel. Manque à gagner estimé pour l'État français depuis 2007, 180 millions d'euros.